Vous avez été de bons Suisses et de bonnes Suissesses, de bons travailleurs étrangers et de bonnes travailleuses étrangères, sérieux, laborieux toute votre vie. Vous avez fait des enfants, largement pas assez, mais vous les avez bien élevés. Et voici arrivé l'âge de la retraite. C'est bien, merci beaucoup. Maintenant, vous allez pouvoir être vieux. Être pauvre et vieux. Et oui, c'est le cas d'une personne sur 5 parmi les retraités en Suisse. Et les 4 autres, majoritairement, sont obligés pour subsister de manger leurs économies ou de partir vivre à l'étranger ou encore de faire marcher Exit un peu plus tôt que prévu. Pardon, ça Exit, c'est de l'humour noir. Encore que le business de la mort, lui, a pour de vrai tout son avenir devant. Urgence donc, SOS retraités, que faire? D'autant plus que tout augmente en ce moment. Eh bien déjà votez le 3 mars prochain pour ou contre 2 initiatives. La première, celle des jeunes PLR et de la droite qui proposent de travailler plus longtemps, 66 ans et plus. Et la seconde, déposée par les syndicats et soutenue par la gauche pour le versement d'une 13e rente AVS. Alors suffisantes et efficaces ces mesures et comment et surtout par qui les financer? Eh bien on en débat ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Mains Bleues. Et le plaisir de recevoir ce soir autour de cette table Pauline Blanc. Vous êtes présidente des jeunes libéraux radicaux vaudois, les jeunes PLR qui sont à l'origine de l'initiative sur le rehaussement de l'âge de la retraite. Vous êtes également conseillère communale à Lausanne. Benoît Gaillard, vous êtes responsable, bonsoir, de cette campagne pour l'USS, la fêtière des syndicats, la fameuse fêtière des syndicats suisses, qui propose donc l'autre initiative, une AVS x13 et non x12. Vous êtes aussi conseiller communal socialiste à Lausanne. Manfred Buller, vous êtes conseiller national UDC pour le canton de Berne. Vous siégez notamment à la commission des affaires juridiques. Et enfin, Mathilde Mottet, vous représentez la jeunesse socialiste. Vous êtes également élue au conseil général de la commune de Montet-en-Valais et militante féministe. Bonsoir. Bienvenue à toutes et tous. Bonsoir. Alors Benoît Gaillard, votre initiative, votre 13e rente, elle serait actuellement largement plébiscitée par les Suisses, à plus de 60% selon un récent sondage de la SSR, UDC d'ailleurs, électorat UDC compris. C'est tout un symbole, cette rente, face à une situation, comme je l'ai décrit dans les faits, qui est très compliquée pour beaucoup de retraités. Mais qu'est-ce qu'elle va réellement changer, cette initiative, et notamment pour les plus précaires, ceux qui souvent ne touchent qu'une semi-rente AVS incomplète? Qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien? La 13e rente AVS, je crois que le succès qu'elle rencontre, il est dû à la combinaison de 2 facteurs. Il y a un facteur de long terme, c'est que le taux de remplacement des retraites, c'est-à-dire le rapport entre le revenu qu'on a à la retraite et ce qu'on avait pendant la vie active, il était d'encore 60% à peu près il y a 15 ans. C'est un peu la promesse historique pour maintenir à peu près son niveau de vie, etc. Il a baissé aujourd'hui à 47%. Et ça, les gens le sentent et ils voient aujourd'hui arriver dans leur boîte aux lettres ces jours les relevés de caisse de pension. Ils voient que la rente a peut-être même encore un peu baissé par rapport à l'année d'avant parce que les taux de conversion baissent. Et donc, par rapport à ça, la 13e rente apporte une réponse à ce problème de long terme. Et puis, il y a un problème de court terme, c'est l'augmentation des prix qui est vraiment massive, qui frappe tout le monde, qui frappe aussi les classes moyennes. Raison pour laquelle la 13e rente ne touche pas que les plus précaires ou les retraités les moins favorisés, elle les touche aussi, puisqu'on a prévu que ça ne supprime pas le droit aux prestations complémentaires. Mais je crois que depuis 2 ans, les gens remarquent, tout coûte plus cher, l'essence, les transports, les loyers, les primes maladie, et les rentes stagnent, parce que les rentes AVS n'ont pas été indexées par le Parlement, et que les rentes LPP, elles restent en valeur nominale, mais qu'elles ne sont pas indexées non plus. Donc je crois qu'on est un peu à une croisée des chemins. On doit résoudre un vrai problème en Suisse, qui est celui du niveau des rentes. On ne peut pas revenir à la période d'avant 1948, où être retraité, être trop vieux pour travailler, c'était en fait un risque de pauvreté. Il faut se souvenir de ça. On ne doit pas retomber là-dedans. La 13e rente propose finalement de rééquilibrer le système avec cette rente mensuelle supplémentaire. Puis je vous donne raison, ça ne résout pas l'ensemble des problèmes qui se posent à nous, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un premier pas dans la bonne direction et ça va compenser la perte de pouvoir d'achat qui a touché tout le monde ces 2 dernières années. Oui, un premier pas, mais vraiment, c'est vrai que entre la rente, très concrètement, la rente entre 1 225 francs et 2 450 francs de plus par année, il ne faut pas dépendre de ça pour vivre. Pauline Blanc, notamment à Genève, qui est un des cantons les plus frappés de Suisse par la pauvreté des aînés. Franchement, c'est très bien, mais ça paye quoi? 4 mois de prime maladie dans un canton comme Genève?
Le rôle constitutionnel de l'AVS, c'est garantir le minimum vital avec les prestations complémentaires qui sont accordées à 12% des rentiers AVS. Le mandat constitutionnel est rempli. M. Gaillard parlait du pouvoir d'achat. Nous, on se préoccupe évidemment aussi du pouvoir d'achat. Alors nous, de la classe moyenne, la vraie classe moyenne qui paye des cotisations, qui paye des impôts, qui paye de la TVA et puis qui ne reçoit rien en retour. Si on doit financer cette 13e rente AVS, bien, il va falloir bien trouver le financement quelque part et ça va se répercuter sur les actifs aujourd'hui et en particulier la classe moyenne parce qu'il va falloir augmenter les cotisations, augmenter la TVA, augmenter les impôts, trouver de l'argent. Où sais-je, mais en tout cas dans le porte-monnaie de la classe moyenne, et ça c'est inadmissible parce que la classe moyenne passe déjà constamment à la caisse, et donc il faut trouver des mesures ciblées pour aider les retraités qui sont dans le besoin, parce qu'il y en a, mais il ne faut pas le faire au détriment des actifs actuels. Mathilde Mottet, même votre conseillère fédérale, Elisabeth Baumschneider, qui est en charge des affaires sociales, le dit, cette initiative rate sa cible et peut même péjorer le sort des plus précaires dans les années à venir. Je pense qu'Elisabeth Baumschneider, elle dit ça parce qu'elle respecte la collégialité d'un conseil fédéral à la majorité de droite bourgeoise qui actuellement n'agit pas en fonction des intérêts des 99% de la population. La population, vous l'avez dit en introduction, il y a 1/5 de la population qui est pauvre actuellement à la retraite, qui n'arrive pas à vivre de ses rentes. Les rentes sont insuffisantes, ne sont pas adaptées à l'augmentation des coûts de la vie. On a besoin absolument de renforcer l'AVS aujourd'hui. Et je pense que la Suisse peut se le permettre. La Suisse a assez d'argent. Et si on a trouvé 109 milliards de francs pour sauver Crédit Suisse, on peut trouver 4,1 milliards de francs par année pour s'assurer que toutes les personnes qui ont travaillé durement toute leur vie puissent profiter d'une rente et d'une retraite digne une fois âgées. Fred Buller, alors vous bloquez complètement. L'UDC bloque contre cette initiative, vous aussi personnellement, parce qu'il y a des divisions au sein de l'UDC. Qu'est-ce que concrètement on va proposer aux retraités les plus précaires si cette initiative 13e rente ne passe pas aujourd'hui ? Alors je crois que ça a été dit, il y a 12% des retraités qui touchent des prestations complémentaires. Si on ajoute les gens qui ne le demandent pas, on peut effectivement admettre qu'un retraité sur 5 n'a pas un niveau de vie suffisant dans notre pays et a besoin d'un coup de pouce de l'État. Ça se fait par les prestations complémentaires qui sont un système fantastique. Je suis avocat et je remplis très régulièrement des demandes pour des retraités modestes qui le font. Pas plus tard que mardi, je viens de déposer une demande aussi de prestations transitoires. C'est juste avant la retraite, c'est un autre système. Donc, vous voyez qu'on a un cœur à l'UDC pour aider les gens qui en ont besoin, donc contrairement à ce que la gauche essaye toujours de faire croire. Mais ceci étant, effectivement, je crois que concrètement, le Parlement, je le rappelle, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, a voté au mois de décembre, au niveau du Conseil national, une motion de Mélanie Mettler qui veut cibler une aide sur les petites rentes. On estime que cette aide coûterait globalement environ 1 milliard de francs par année et serait destinée effectivement aux personnes qui ont une retraite insuffisante, typiquement les personnes qui ont des prestations complémentaires. Et aussi, la motion dit que ça ne devrait pas, évidemment, si on augmentait l'AVS, diminuer pour autant les prestations complémentaires pour que vraiment les gens aient davantage d'argent à la fin du mois. Mais vous savez, si j'ai une dent qui doit être réparée, je vais chez le dentiste, je paye les 1 000 francs pour réparer une dent. Je ne vais pas me dire je vais encore changer les 4 dents de part et d'autre pour dépenser 5 000 francs au lieu de 1 000 alors que mon problème est Alors, il y a beaucoup de retraités qui n'arrivent plus à aller chez le dentiste, mais même d'actifs. Mais aussi. oui, mais c'est ça. C'est ça la question que se pose à notre société. Est-ce que nous voulons distribuer à tout le monde un supplément de rente AVS alors que seul 1/5 des gens objectivement ont besoin d'un coup de pouce ? J'aimerais juste dire une chose. Déjà, si on parle des classes moyennes, il y a des retraités de la classe moyenne aujourd'hui. C'est-à-dire justement ceux qui n'ont droit, comme vous l'avez très bien dit, Madame Blanc, à aucune aide, à aucun soutien, mais qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser. Alors oui, moi je trouve que la Suisse, à ces gens-là, peut tenir la promesse qu'elle fait avec son système des 3 piliers et dire si votre pouvoir d'achat baisse, eh ben, on prend une mesure compensatoire. Ça, c'est pour la classe moyenne des retraités, auxquels vous proposez aujourd'hui aucune solution. Et puis pour la classe moyenne des actifs, dont je fais partie au même titre que vous, on est tous des cotisants actifs, il faut ici rétablir 2 vérités. La première, c'est que grâce au système génial de l'AVS, 90% des actifs toucheront davantage de rente à la retraite que ce qu'ils auront payé pendant toute leur vie. Parce que l'AVS est un système
système très redistributif. Parce que qui paye la différence? Oui, c'est vrai, les 10% des revenus les plus élevés. Donc il ne faut pas faire peur aux gens, il faut qu'ils fassent des calculs, qu'ils calculent avec les 0,3 ou les 0,4 qu'il faudra pour financer cette rente. Par rapport au supplément de rente dont ils bénéficieront une fois à la retraite, le calcul fonctionne. Et donc c'est pour ça que l'AVS est la bonne façon de compenser cette perte de pouvoir d'achat. Ok, mais sur le fait qu'il existe aujourd'hui des prestations complémentaires, alors, okay. même Elisabeth Baumschneider, je vais faire très court. Je vais arrêter de la citer, mais elle aussi dit c'est un recours qui n'est pas suffisamment utilisé, et puis la motion que M. Manfred Buller vient de citer. Deux choses. La première chose, ce mois de janvier 2024, il y a des dizaines de milliers de personnes en Suisse qui ont moins de prestations complémentaires que l'année passée. Et je veux dire, vous pouvez vérifier, vous pouvez taper dans n'importe quel moteur de recherche. La RTS en a parlé, Blick en a parlé, 24 heures, la Tribune de Genève en a parlé. C'est des faits parfaitement vérifiés par une réforme que vos partis ont votée. Bon, ok. Donc en réalité, les prestations complémentaires, justement pour ceux qui en ont vraiment besoin, etc., aujourd'hui, elles baissent concrètement. Il y a des gens, depuis ce mois de janvier, ils ont des dizaines, parfois des centaines de francs de moins qu'avant pour boucler leur fin de mois. Ce sont des gens qui ont des seuils de fortune excessifs, et ce n'est pas juste une méchanceté de la droite qui a coupé des prestations. C'est une réforme qui a été votée par le Parlement. Il n'y a pas eu de référendum à ma connaissance, donc cette loi entre en vigueur. Par contre, vous, la prestation transitoire que vous venez de demander pour quelqu'un en tant qu'avocat, ça c'est l'UDC qui voulait l'attaquer, qui a essayé de faire le référendum et qui a échoué. Donc si la volonté de l'UDC s'était appliquée, votre demande de prestation transitoire que vous venez de nous expliquer en nous expliquant que vous défendiez la veuve et l'orphelin, elle n'aurait pas eu lieu parce que la prestation transitoire n'existerait pas. Maintenant, sur les prestations complémentaires, on va être à franc renversé, ça va aussi vous amuser. Oui, moi je défends qu'avoir par exemple un petit appartement en propriété à la fin de sa vie, parce qu'on a économisé tous les mois, qu'on n'est pas parti en vacances pour plutôt économiser pour du logement, pour son propre logement, eh ben, ça ne doit pas forcément signifier qu'on est considéré comme riche et qu'on n'a pas droit à une compensation de la perte de pouvoir d'achat. Et je trouve vraiment regrettable d'être aussi seul pour dire que la classe moyenne des retraités et des gens qui partent à la retraite dans les 10-15 prochaines années n'ont pas droit, encore une fois, la classe moyenne, pas les 15 ou 20% les plus pauvres, n'ont pas droit à une compensation pour leur pouvoir d'achat. C'est l'argument de dire qu'effectivement les retraités sont plus riches, ont plus de fortune. Objectivement, c'est établi, que les actifs, Oui, alors effectivement, aujourd'hui, la majorité, je n'ai plus le chiffre exact en tête, des héritages se fait entre retraités. Donc des gens de 90 ans décèdent et leurs enfants de 65-70 ans vont hériter. Donc effectivement, les fortunes, davantage aujourd'hui que jamais par le passé, se transmettent entre gens âgés. Tant mieux pour les personnes retraitées. Alors je vous arrête juste, la fortune nette médiane pour l'ensemble des ménages comprenant au moins une personne retraitée de 2222 francs, 200 700 francs contre 36 000 francs pour les ménages en activité. Voilà, donc on voit effectivement que la fortune a tendance à se concentrer chez les anciennes générations. Tant mieux pour elles, elles ont beaucoup travaillé. Ensuite, j'aimerais quand même corriger et compléter quelque chose qu'a dit M. Gaillard. Il a prétendu que les rentes AVS n'avaient pas été indexées. Je rappelle quand même que la loi prévoit un indice mixte où on augmente les rentes en fonction de l'évolution des salaires et du coût de la vie. Alors effectivement, on n'a pas voulu uniquement les faire au niveau de l'inflation parce que ça serait effectivement une spirale assez dangereuse. Donc cet indice mixte, il existe dans la loi. À mon avis, il n'est pas contesté de manière globale, donc on le respecte. Et au niveau des prestations complémentaires, alors oui, certaines personnes ont vu leurs prestations diminuer parce qu'elles avaient des seuils de fortune excessifs par rapport à la révision, mais en même temps, les minimaux vitaux, les minimaux pour les appartements ont été augmentés au 1er janvier. Donc on a aussi tous les gens qui n'étaient pas touchés par cette diminution en raison de la fortune, qui ont vu leurs prestations complémentaires augmenter au 1er janvier. Il ne faudrait pas oublier de le dire. Donc là aussi, on s'adapte au coût de la vie. C'est la moindre des choses. J'aimerais rajouter quelque chose. Et puis, je trouve un petit peu hypocrite que tout d'un coup, la droite dise oui, mais il ne faudrait pas qu'on ait une 13e rente AVS parce que ça voudrait dire donner plus d'argent aux riches, alors que c'est absolument... Enfin, tout ce que vous faites en tant que PLR et en tant qu'UDC, c'est favoriser les riches au détriment de la population. Vous avez dit, mais tout le monde va recevoir cette 13e rente AVS. Oui, en effet, mais la grande question, et ce qui est décisif, c'est que pas tout le monde va cotiser la même chose dans la caisse AVS. Parce que c'est un pourcentage du salaire. Et du coup, une personne qui a un salaire environ médian de 6 000 francs va payer 186 francs de plus dans l'AVS par rapport à la 13e rente AVS. Mais si on prend l'exemple de Sergio Ermotti, le grand chef de Crédit Suisse, ou d'UBS, pardon,
lui va payer 4 400 francs de plus dans la caisse AVS, mais il ne va pas toucher plus que vous et moi, parce que justement, c'est ce pilier distributif, collectif. Et du coup, moi, ça me fait penser au fait que vous êtes des grands défenseuses et défenseurs maintenant de ces prestations complémentaires qui, à la base, sont une solution pansement, parce qu'on s'est rendu compte un jour, dans les années 60, que les retraités ne pouvaient plus vivre en respectant, avec leur rente AVS. Et pas gratuite, parce que vous devez les rembourser si vous avez plus de 40 000 francs de fortune. Exactement, de un moment de votre gratuite. Il y a des conditions d'éligibilité très difficiles quand même. On crée des dettes qui peuvent être transmises aux héritiers et héritières. C'est un processus qui est aussi difficile d'accès à ces prestations, qui peut être long. Et du coup, la 13e rente AVS arrive et dit « Ben non, nous on aimerait renforcer l'AVS, qui est le pilier le plus solidaire et le plus collectif de notre système prévoyance, vieillesse. Et du coup, nous, je pense que c'est pour ça, dans cette direction qu'on aimerait aller plus loin, pas des solutions pansement, mais un renforcement constant et stable et durable de l'AVS. Vous l'avez dit, donc les cotisations vont être augmentées, mais les hauts salaires, ils ne vont pas tant voir la différence à la fin du mois. Ce sont les bas salaires et c'est la classe moyenne qui va voir à la fin du mois la différence sur son compte en banque si les cotisations sont élevées. Et donc, ça va toucher directement les actifs actuels. Un élément qu'il ne faut pas oublier dans ce calcul, c'est le temps. On parle de 0,4%. C'est le temps. C'est énorme. 0,4%. Le pouvoir d'achat, il ne faut jamais perdre de vue la composante temps. On nous dit, c'est formidable, vous payerez un petit peu plus pendant votre vie active et vous aurez une 13e rente, pour moi, dans plus de 20 ans, pour Madame Blanc, peut-être un peu plus tard. Aujourd'hui, par contre, vous allez perdre immédiatement ce pouvoir d'achat de cotisation salariale de 0,4% plus 0,4% chez le patron, qui va aussi être répercuté sur le coût de la vie, puisque les entreprises vont devoir refinancer ces 0,4% de charges sociales en plus, soit en augmentant leur prix, soit en rognant sur leur marge, mais en général, ça va plutôt être dans des augmentations de prix qui vont de nouveau se diffuser dans la société. Donc on va alimenter ici une spirale, à mon avis, qui est négative pour résoudre à 5 milliards de francs comme coûtera l'initiative à terme, un problème qui peut se résoudre avec des mesures ciblées. Est-ce que les jeunes correction par rapport à ce que j'ai dit juste avant, j'ai dit qu'une personne qui avait un salaire médian de 6 000 francs cotisait 186, non, elle cotise 26 francs de plus, mais elle touche 186 francs une fois à la retraite, et du coup ça montre qu'on a tout à gagner, puisqu'il y a 92%, 9 personnes sur 10 qui profitent plus de l'AVS que ce qu'elles cotisent. Est-ce que c'est pas maso de la part des jeunes, on a vu dans le sondage SSR qu'effectivement les jeunes soutiennent la 13e rente AVS. Est-ce que c'est pas maso? Parce que précisément, déjà, d'une part, dans les votations, souvent les aînés votent de façon assez égoïste. C'est eux qui ont posé notamment dans le fait que la AVS 21, justement, avait été adoptée. Et là, c'est votre génération à vous qui va la porter, qui va la payer, qui va l'endosser. Une génération qui déjà doit aussi payer les subsides maladie, qui doit payer beaucoup de choses, qui a un pouvoir d'achat, elle aussi, réduit et qui s'en sort pas si bien que ça. Vous êtes en train de mettre ça dans le cadre d'un conflit générationnel. Et moi, je ne pense pas que ce soit un conflit générationnel, je pense que c'est un conflit de classe. Parce que moi, en tant que personne qui a un salaire, je touche environ 4 000 francs par mois, j'ai exactement les mêmes intérêts que ma grand-maman qui touche seulement une rente AVS à 2 200 francs et quelques. Par contre, ma génération, la génération des jeunes, on n'est pas un bloc uni. On a des personnes qui gagnent plus, on a des personnes qui gagnent moins, on a des personnes qui ne travaillent pas parce qu'elles ont des enfants et du coup qu'elles sont dépendantes de l'AVS. Et je pense qu'on touche là, pas à un conflit générationnel, mais à un principe de vivre en société qui est la solidarité. C'est qu'on est, et c'est un mandat constitutionnel, on doit tous cotiser et puis s'assurer que toutes les personnes qui vivent dans notre société puissent vivre bien. Et je pense que du coup, que les personnes de ma génération les plus riches, j'aimerais qu'elles cotisent plus à l'AVS et à un système de prévoyance vieillesse qui soit plus solidaire, comme je trouve normal que les personnes à la retraite, qui ont des petites retraites, voient leur retraite augmenter, parce que notre but, c'est que tout le monde puisse vivre une vie digne, autant jeune que âgé. Il est toujours très solidaire aussi, le 3e et 4e âge. Par rapport à la jeunesse? Alors, disons, moi j'aimerais juste... Moi j'ai 38 ans, on peut faire ici des déclarations sur... Moi je suis très respectueux des générations qui nous ont précédés. Parce que si on a la vie qu'on a aujourd'hui, la formation qu'on a aujourd'hui,
la prospérité suisse qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont construite. Et on n'est pas arrivé comme ça, sorti de la cuisse de Jupiter, puis tout à coup on était tellement géniaux que la Suisse était merveilleuse, au top du top de tout, etc. Non, ça on le doit à nos anciens. Et moi, je trouve qu'on leur doit des choses en retour et pas seulement des reconnaissances symboliques. Et puis la générosité va en réalité dans les deux sens. Vous savez que l'OFS valorise à environ 8 milliards les prestations qui sont faites par les grands-parents pour la garde des enfants des actifs. C'est-à-dire qu'en fait, si on voulait remplacer la garde des enfants de personnes actives qui sont aujourd'hui faits par des grands-parents, par des pros, ça coûterait 8 milliards. Bon, ben voilà, écoutez, la 13e rente AVS, c'est d'abord 4 milliards, peut-être à terme 4 milliards et demi. Les prestations gratuites de garde, ok, à terme 5 milliards, je vous le concède volontiers, Madame Blanc. Les prestations de garde que font les parents pour que que font les grands-parents pour que les parents qui travaillent puissent travailler, c'est valorisé à environ 8 milliards. Mais toutes les familles de ce pays savent qu'on ne tourne pas sans les générations qui nous ont précédés, sans ces grands-parents qui viennent nous donner des coups de main, nous dépanner, etc. Et c'est quand même ça qui fait la Suisse, c'est ça qui fait la nation. Et ce qui me dérange, je termine juste là-dessus, c'est qu'avec des raisonnements comme ça, où on se dit « Ah, mais est-ce que moi, à 25 ans, à 30 ans, est-ce que je fais bien de payer pour les autres, etc. » On oublie deux choses. Un, scoop, les jeunes deviennent vieux. Principe, disons, s'il leur arrive pas un malheur, ils auront la 13e rente AVS aussi. Simplement, comme l'a dit M. Biller, ils l'auront dans 20 ans, dans 30 ans. C'est pas vrai. Il y aura de toute façon des réformes parce qu'il y a un problème démographique et que les jeunes, justement, qui sont jeunes aujourd'hui, on ne sait pas déjà comment assurer leur retraite à partir de 2030. Deux, je termine. À ce taux-là, en fait, on ne sait pas comment, par quel miracle, on peut payer la 12e, la 11e, la 10e rente AVS. Parce que le système a été construit. Mais parce qu'à vous écouter, il n'y a de toute façon aucune des rentes qui est finançable, parce que chaque rente, là aussi encore un scoop, chaque rente repose sur le fait que, ah bah oui, à 20 ans, on cotise pour ceux qui ont 65 ans. Mais c'est ça l'AVS. Mais ça, c'est le pacte intergénérationnel Exactement. qui est nécessaire vous m'ôtez les mots de la bouche. Pas en question. Mais vous opposez les générations en faisant culpabiliser les jeunes maintenant en disant « Eh oui, mais sans vos grands-parents, vos parents auraient dû payer des nounous. » Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas du tout le propos qui doit être tenu ici. Mais est-ce que vous n'êtes pas non plus... Je crois qu'à l'inverse, beaucoup de jeunes s'occupent de leurs parents ou grands-parents très âgés. Donc je pense que ce pacte, il existe dans les familles, Exactement. Cette solidarité intergénérationnelle, et d'utiliser uniquement un côté pour dire il faut voter oui à cette 13e rente AVS, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il faut qu'on reste ici sur une discussion financière, de politique sociale, pour savoir est-ce qu'on peut se permettre ce pas massif d'augmentation de 8% des dépenses de l'AVS. Mais on est dans Attendez, est-ce que, justement, vous n'êtes pas aussi complètement maso... Enfin, on ne voit ça qu'en Suisse, des jeunes PLR, justement, qui proposent d'augmenter spontanément l'âge de la retraite sans que vous ayez rien demandé. Bah oui, parce qu'on aimerait avoir des rentes. Parce qu'actuellement, dans la situation d'aujourd'hui, on ne sait pas si l'AVS sera viable sur le long terme. Ça, c'est quand même très important de le dire. AVS 21 a permis de renflouer les caisses de l'AVS jusqu'à 2030. Et après 2030, eh bien, on ne sait pas. Donc, si en plus on doit financer une 13e rente AVS, eh bien là, c'est sûr qu'on n'aura pas d'AVS quand on arrivera à l'âge de la retraite. Donc, on cotise actuellement. Mais vous aurez un AVS. Mais on le fait sans savoir si on aura des rentes. On le fait sans savoir si on aura droit à l'AVS. Et c'est pour ça que nous proposons des solutions courageuses que le Parlement n'a pas fait, parce que c'était que des mesurettes, que des pansements. Nous, on fait une réforme, on propose une réforme structurelle de l'AVS en s'attaquant à la racine du problème, qui est l'évolution démographique. On vit plus longtemps, il y a plus de gens qui partent à la retraite avec la génération du baby-boom, et il y a moins d'actifs. C'est-à-dire qu'il y a en plus de tout ça, donc on doit verser des rentes plus longtemps à plus de personnes et avec moins d'argent parce qu'il y a une détérioration du ratio cotisant-retraité. Donc nous, on propose une solution. C'est faux de dire qu'il y a pour agir. Non, c'est vrai. Pour agir à la racine de ce problème-là et permettre aux jeunes générations qui cotisent actuellement pour les retraités actuels de bénéficier aussi de rente AVS parce que c'est un pilier fondamental de notre État social et on aimerait maintenir cette AVS. Bon, c'est plus intéressant, objectivement, de gagner un salaire fois 13, souvent d'ailleurs, qu'une rente AVS qui est déjà pas très très large, une fois de plus. On a intérêt finalement à travailler plus longtemps plutôt qu'à toucher une 13e rente AVS, non, Mathilde Mottet? Mais je pense que personne n'a envie de travailler plus longtemps. Il y en a quand même déjà aujourd'hui qui journaux de grands patrons qui travaillent plus longtemps. Personne n'aimerait travailler plus longtemps. Mais c'est faux. Enfin, demandez à votre voisin qui travaille sur le chantier, demandez à votre sœur, ma sœur qui est infirmière. On peut arrêter de faire dans l'émotionnel et voir les chiffres. Mais c'est pas émotionnel. Voir les faits. C'est la réalité des gens. La réalité des gens, c'est de plus en plus de gens qui travaillent après la retraite. Ça, c'est la réalité. Alors 14% des hommes et 7% des femmes. C'est pas non plus. Pourquoi de plus en plus de gens doivent travailler après la
retraite. Parce que les rentes sont tellement basses qu'ils doivent continuer pour ne pas toucher dans leur capital vieillesse et pour justement assurer des rentes plus hautes. Et cet argument moi j'ai un peu deux soucis avec, j'ai plusieurs soucis avec cette initiative, mais mon plus grand souci c'est un petit peu cet argument du ratio entre personnes actives et puis personnes retraitées. C'est un ratio qui est vrai, mais qui prend une chose pas du tout en considération, c'est la masse salariale. C'est le fait que dans notre société, la technologie évolue constamment et avec l'augmentation de la technologie, augmente la productivité du travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin de moins de temps pour produire la même chose. Comme on travaille la même chose, voire plus, eh ben on produit plus constamment et c'est des règles économiques, que vous aimez bien les chiffres, comme la productivité augmente, les salaires sont censés augmenter. Du coup, on a une masse salariale qui continue à augmenter malgré un ratio actif-retraité qui change. Ensuite, cet argument de j'ai oublié le nom. L'espérance de vie, voilà, pardon. Cet argument de l'espérance de vie, j'ai un problème avec, parce que l'espérance de vie n'est pas la même pour tout le monde. Une personne qui a travaillé sur un chantier a une espérance de vie, et a aussi un risque de mortalité pendant la vie active qui est plus grand qu'une personne qui a travaillé dans un bureau. On a même une différence de 4 ans entre une personne qui travaille dans un bureau et une personne qui travaille... mais ça, c'est pas vrai, parce que c'est pour ça que dans la construction, on part 4 ans à la retraite avant avec un système particulier. Ça, c'est des contrats sociaux. Absolument. Et en plus, l'espérance de vie, c'est l'espérance de vie moyenne, celle qui est dans votre initiative, et pas l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé, actuellement en Suisse, elle est à 70 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous voulez que les gens ils travaillent jusqu'à 67 ans, et après ils ont 3 ans de retraite en bonne santé, et après c'est fini. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on remercie, qu'on récompense les gens qui ont travaillé 45, 50 ans pour la société et pour la valeur de notre société? Non, effectivement, c'est pour ça qu'on adapte l'âge de la retraite à l'espérance de vie avec un ratio de 0,8 pour permettre justement aux personnes qui arrivent à la retraite de bénéficier quand même de 20% durant de leur retraite. Mais encore faut-il que ça soit en phase. Aujourd'hui, quand on arrive à l'âge de la retraite, il n'y a plus que 50% des actifs qui travaillent à l'âge de la retraite. Donc le monde du travail aujourd'hui montre que justement la plupart des gens ont pris déjà leur retraite bien avant même 65 ans. La flexibilisation de la retraite est absolument essentielle. On l'a soutenue dans le cadre d'AVS 21 et on ne touche pas à ça. Les gens pourront continuer de prendre une retraite anticipée et retarder l'âge de la retraite. Mais il faut dire quand même que les experts qui ont été interrogés dans le cadre de cette campagne et même avant disent très clairement que le marché du travail pour les 55 ans et plus est favorable et puis qui va tout à fait absorber une augmentation de l'âge de la retraite. Donc, maintenant, est-ce qu'on fait confiance aux experts du domaine du marché du travail ou alors est-ce qu'on parle juste d'émotionnel et puis est-ce qu'on peut prendre un peu de distance parce qu'il y a les chiffres qui nous montrent que l'AVS va dans le rouge, que l'AVS va faire faillite, que nous, on n'aura pas de rente AVS, eh bien, est-ce qu'on peut maintenant se préoccuper de ce problème-là plutôt que de faire dans l'émotionnel? Mais il me semble que vous avez les chiffres du chômage âgé. Juste un chiffre. Aujourd'hui, le chômage des plus de 55 ans, il est supérieur à la moyenne. C'est comme ça depuis la crise du coronavirus. Ça ne se tasse pas. Et il y a encore récemment une étude du cabinet von Rundstedt, qui n'est pas particulièrement de gauche ou marxiste, qui dit qu'il y a un vrai problème de culture chez les employeurs et qu'engager quelqu'un au-delà de 55 ans est un problème, qu'il y a des seuils qui sont très élevés, qu'on attend des gens qui correspondent parfaitement au profil parce qu'on n'a pas envie d'investir dans la mise en route, la formation continue, etc., de quelqu'un qui a déjà 55 ans. Donc là, il y a des devoirs qui sont clairement pas faits du côté des employeurs. Je regrette que M. Parmelin, conseiller fédéral UDC, ait mis fin à la table ronde travailleurs âgés que son prédécesseur avait lancé, M. Schneider-Hamann, où il y avait comme ça des rencontres des partenaires sociaux pour discuter comment est-ce qu'on amène les gens à nouveau à travailler. Ça, on a dit, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a plus besoin d'agir. Et donc, effectivement, l'effet concret de la hausse de l'âge de la retraite, ce sera une augmentation du chômage de longue durée pour les personnes de plus de 55 ans et davantage d'aide sociale avant la retraite, avec des conséquences catastrophiques que les gens tirent avec eux comme un boulet pendant toute la retraite. Parce que ça veut dire qu'on va vous demander pour avoir la prestation transitoire, celle que l'UDC ne voulait pas, mais que M. Buller visiblement trouve quand même pas si mal, on va vous demander de dépenser une partie de votre fortune, donc comme ça vous arriverez à la retraite, vous aurez moins de fortune, on va vous demander de retirer une partie de votre deuxième pilier, etc., etc. Donc ça va être une conséquence, et je trouve qu'on doit le dire aux gens franchement. Et puis juste l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui,
personne n'est interdit de travailler après l'âge de la retraite. Non, mais il faut quand même juste que les gens qui nous écoutent le sachent. C'est pas qu'il y a un inspecteur qui arrive et qui dit « Ah, 65 ans, fini, schluss, à la maison ». Pas du tout. Les gens qui souhaitent continuer à travailler, à l'État, parce que la loi dit, bien sûr. Les gens qui souhaitent continuer à travailler peuvent continuer à travailler. En revanche, l'erreur de raisonnement qui consisterait à dire parce qu'on vit plus longtemps, on est en état de travailler plus longtemps, elle ne joue pas, en tout cas pour des dizaines de branches, quand il y a du travail de nuit, du stress, du travail physique, quand on arrive à l'âge de la retraite, c'est pas qu'on doit se poser la question, c'est qu'on n'arrive plus physiquement. Et ça, 2 ans d'espérance de vie en plus ne change rien au fait qu'à 63 ans, la plupart des gens, ils attendent 65 ans pour avoir le droit d'arrêter de travailler parce qu'à un moment donné, le corps ne répond plus. Mais et là, il y a vraiment une erreur. J'aimerais faire réagir, Monsieur Buller. Justement, effectivement, le monde du travail. Est-ce que vous avez des gages de la part du patronat pour engager les gens massivement à partir de 55 ans? C'est vrai, quand on sort du monde du travail à partir de 55 ans, c'est quasi impossible de d'y retourner. Et les gens coûtent cher, etc. Ils ne sont pas employables. Et donc, ça, les patrons, et ça sera encore pire, je pense, avec l'intelligence artificielle qui va engager des réformes. Est-ce que ça, les patrons, vous avez des gages que, justement, ils vont pouvoir, justement, employer toutes ces personnes qu'on va mettre à Alors, il n'y a pas que les patrons qui ont un travail à faire. Il y a la politique, un cadre réglementaire. Par exemple, dans la réforme du 2e pilier, on baisse les cotisations de 18 à 14% pour les travailleurs âgés, ce qui les rend moins chers ensuite à employer lors des dernières années de leur carrière. Donc ça, je pense que c'est un pas important. C'est un des motifs qu'on entend souvent. Ah, si j'engage quelqu'un qui a 58 ans, il me coûtera trop cher en LPP, etc. Bon, là, on fait notre travail du côté politique. Mais effectivement, j'attends de l'économie aussi qu'elle le fasse. Mais j'aimerais quand même un tout petit peu relativiser cette caricature où on a l'impression que dès qu'on perd son emploi peu avant 60 ans, on est de toute façon au chômage. Premièrement, les branches où il y a beaucoup de pénibilité ont en général, typiquement dans la construction, un âge de la retraite beaucoup plus avancé, à 60 ans, avec des systèmes particuliers propres à la branche, des conventions collectives, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, je crois qu'on est dans une société aujourd'hui de services, où la plupart des emplois ne sont plus physiques, ça peut changer à l'avenir. Le jour où on aura moins d'énergie, comme le souhaite la gauche, pour faire tourner notre économie et nos machines, peut-être qu'on devra de nouveau plus tous travailler avec notre force physique, mais ça, c'est à long terme. Donc, de ce point de vue-là, la plupart des professions, décemment, n'auraient pas un désavantage incroyable à travailler plus longtemps si on vit plus longtemps. Et c'est la manière la moins douloureuse d'assurer l'équilibre de notre système de retraite, notamment de l'AVS, parce que soit vous augmentez les recettes, donc les cotisations, les prélèvements sur toute la classe moyenne, soit vous diminuez les rentes. Ce sont 2 options qui ne sont pas bonnes. Donc, il reste le curseur de l'âge de la retraite pour pouvoir stabiliser à long terme l'AVS, de façon à ce que nous puissions aussi, avec Mme Blanc et M. Gaillard et Mme Mottet, en profiter. Mais est-ce que ça pourrait ressembler à ça? Parce qu'il y a des sociétés, effectivement, comme le Japon, qui sont déjà sur un modèle où on ne peut plus tourner à la retraite. Et puis, il y a une employabilité, effectivement, du 3e âge, comme taxi, pour nettoyer les rues. Est-ce que la Suisse, dans quelques années, ça va ressembler à ça? On regarde un extrait d'un film avec Robert De Niro qui s'appelait Le Stagiaire. Vous vous voyez où dans 10 ans? À 80 ans. Un conseil avant que j'aille la voir? Elle déteste quand on cligne pas les yeux, ça la rend dingue. Bonjour Jules, je suis Ben, votre nouveau stagiaire. Ravi que vous trouviez ça amusant aussi. Mieux vaut en rire. Je vous enverrai un email dès que j'aurai besoin de vous. J'attends de vos nouvelles, monsieur. Oh, pardon, vraiment désolé. Pauline Blanc, ça va ressembler à ça, la Suisse. Avec des seniors qui doivent s'employer à bas coût parce que justement, sinon on ne les prendra pas, en réalité. Mais non, mais le SECO, les études qui ont été montrées, les évaluations qui ont été établies par le SECO montrent très clairement que le marché du travail, encore une fois, est favorable aux 55 ans et plus. Et puis ça, on le voit dans différentes études. Et à 55 ans et plus, le risque de perdre son emploi est 2 fois moins élevé que les 25-34 ans. Combien d'employés de Crédit Suisse qui sont maintenant sur le marché ont retrouvé un emploi aujourd'hui? Oui, non, mais disons que dans les cas particuliers, Crédit Suisse, c'est un cas bien particulier, donc on peut pas tout mélanger. La mise à disposition de plein de compétences. Je crois que si on se plaint d'avoir trop peu de travailleurs et qu'on est obligé d'avoir les frontières ouvertes, la libre circulation et de faire venir 50 à 100 000 personnes par année, c'est que quelque part, si on a des compétences qui se libèrent à l'intérieur du pays, parce qu'ils sont moins chers, ils sont plus souples, et puis on peut les renvoyer. Elles vont pouvoir se replacer, et je n'ai pas peur de cela. Effectivement, le chômage est un petit peu plus élevé dans ces classes d'âge-là, c'est indéniable, M. Gaillard a raison sur ce point-là, mais on est quand même
dans un très bas niveau de chômage. On n'est pas à 8 ou 10 ou 15% comme dans beaucoup de pays de l'Union européenne de chômage. Donc je pense qu'il faut aussi garder la proportion des choses. Il y a aujourd'hui des mesures ciblées. Effectivement, on n'était pas extrêmement enthousiaste à l'UDC pour les prestations transitoires. Aujourd'hui, le système est là. Eh bien, que les gens qui en ont besoin de manière ciblée puissent aussi l'utiliser. On a un manque on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ça on le sait très bien. Oui, et donc, avoir plus le problème, c'est de vouloir les employer. Ça, il faut agir sur la LPP, il faut réduire les taux de cotisation pour la LPP. Mais vous avez des engagements des patrons du monde économique. LPP qui est sur la table, que la gauche combat, mais disons que c'est ça qui va permettre, c'est un pas de plus, qui va permettre de favoriser le marché du travail pour les 55 ans et plus, parce qu'il coûte plus cher que les jeunes. Et donc ça va pas. Et ça, c'est discriminant. Et donc on se réjouit de voir que vous allez soutenir la réforme LPP. On va vous épargner d'expliquer que pour les jeunes générations qui vous tiennent tellement à cœur, le changement du système de cotisation qu'a évoqué M. Bühler signifie une ponction, comme vous dites, sur les salaires qui va être plus élevée, à deux titres. Déjà, à cause du lissage des taux, on passe à un système de 2 taux, et à cause de la baisse de la déduction de coordination. Donc concrètement, votre réforme de la LPP, pour le dire dans vos termes, c'est de la baisse de pouvoir d'achat, parce que les cotisations LPP vont augmenter. Donc désolé, c'est le 3e scoop. Enfin, vous devrez juste argumenter peut-être un peu différemment quand vous défendrez ce projet-là. Maintenant, on peut le dire 3 fois, c'est quand même pas plus vrai. Non, le marché du travail aujourd'hui n'absorbe pas l'ensemble des personnes de plus de 55 ans. Mais c'est égal l'évaluation des SECO. Alors je vous enverrai, si vous voulez, on peut s'envoyer des choses, mais enfin, vous pouvez regarder les chiffres du chômage des plus de 55 ans, comme l'a reconnu M. Bühler. Et franchement, mais je ne comprends pas à quoi ça sert d'affirmer que le marché du travail aujourd'hui est favorable aux plus de 55 ans. Mais c'est pas moi qui le dis. Mais si leur taux de chômage est plus élevé que pour la moyenne, c'est bien la preuve que l'initiative, de ce point de vue-là, est à revers du Alors quel est le chiffre exact? Et j'aimerais bien... Le chiffre exact. Combien est-il plus élevé? Celui que je sais par cœur, sauf 3,4% des plus de 60 ans. Sur un taux de chômage de 2%. Alors, M. Bühler, si vous voulez commencer comme ça. On calcule en Suisse le taux de chômage d'une façon extrêmement restrictive. Vous le savez parce que vous êtes très intelligent. On calcule le taux de chômage d'une façon extrêmement restrictive en Suisse, c'est-à-dire du moment que l'ORP vous a sorti du système en disant de toute façon on n'a plus d'espoir pour vous, ce qui malheureusement arrive assez fréquemment, vous n'êtes plus compté comme un chômeur. Donc vous pouvez avoir 60 ans, aller voir M. Bühler, avocat, pour demander la prestation transitoire, vous n'êtes plus un chômeur. Je ne sais pas le cas particulier dont vous nous avez parlé de mardi passé. Si ça se trouve, c'est plus un chômeur dans la statistique, mais ça reste quelqu'un qui, au sens des normes internationales, je ne vais pas entrer dans le détail, serait normalement comptabilisé comme un chômeur. Et puis j'aimerais quand même dire une chose. Il y a 0 exception dans votre initiative pour les métiers pénibles. Il n'y a pas que les métiers physiques dans la construction. Il n'y a pas que des métiers physiques dans la construction. On peut parler de blanchisseurs, on peut parler de vendeurs, on peut parler de la restauration, on peut parler d'infirmières qui travaillent de nuit. Il n'y a aucune CCT dans aucun de ces domaines qui comprend aujourd'hui une retraite anticipée. Alors vous pouvez m'expliquer que miraculeusement, il y a une sorte de manne de CCT qui est à la suite du Oui Initiative qui va s'abattre sur tous ces secteurs. La vérité, c'est qu'il y a dans un secteur. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce secteur? Soit ils vont cotiser 2-3% de plus pour rester avec le départ à 60 ans, soit ils vont aussi devoir partir à 62 ans. Alors est-ce que vous êtes en train d'expliquer aux maçons qui aujourd'hui se sont construits leur système pour pouvoir partir plus tôt que, bah oui, avec votre initiative, ils vont aussi devoir partir 1 année ou 2 plus tard? Monsieur Gaillard, ça c'est de la mauvaise foi. Parce que vous êtes syndicaliste, vous savez très bien que les partenariats sociaux fonctionnent extrêmement bien. Il n'y a qu'une retraite anticipée. Et c'est ces partenariats sociaux qui font la prospérité de la Suisse et un modèle que... voilà. C'est vraiment quelque chose... C'est vraiment quelque chose qui fonctionne chez nous. Pourquoi d'un coup ça arrêterait de fonctionner maintenant? On va continuer dans cette voie-là, on va conclure des CCT avec les domaines concernés. Parce qu'effectivement, il y a des domaines, des corps de métier où on ne peut pas exiger un âge de retraite est plus élevé qu'actuellement. Et donc, il faut agir via des CCT et via les partenariats sociaux qui fonctionnent extrêmement bien. Je vous donne, alors, parfaitement raison. J'ai envie d'aller dans votre élan. J'aimerais juste, pour l'information des téléspectateurs, qu'on ne leur laisse pas croire qu'il existe aujourd'hui une panoplie de solutions de retraite anticipée. Il existe un système dans la construction, c'est vrai, mais dans les autres branches où il y a de la pénibilité, du travail de nuit, du stress, aujourd'hui, ça n'existe pas. Prenons votre élan, on se dit, ça va marcher. Et franchement, je le dis en toute bonne foi, mais juste pour l'information que les gens ne pensent pas que ça existe aujourd'hui, ça n'existe pas, et que les gens ne pensent pas qu'il y a des exceptions dans votre initiative, il n'y en a pas. Le Parlement est tout à fait libre de la mettre en œuvre aussi avec des modulations. Hein. Lorsque le peuple suisse a décidé de limiter l'immigration avec des quotas, le Parlement s'est senti extrêmement libre de ne pas appliquer à la lettre l'initiative. Donc il n'y a aucune raison qu'une majorité de centre-gauche, comme on la voit sur certains sujets au Parlement, ne se dise pas, tiens, on pourrait moduler aussi dans certaines branches, encourager davantage les CCT. Mais Monsieur Bühler, justement, on parlait d'employabilité. Est-ce que maintenant, il ne faudrait pas aussi dire aux
aux femmes actives aujourd'hui, maintenant, fini le temps partiel, parce qu'on voit que le 4e facteur de paupérisation, de précarisation à la retraite, ce sont des femmes qui généralement ont moins travaillé que les hommes, qui pour élever des enfants, pour être en couple, etc. Et on prie sur elles, et généralement suite à des divorces, ou même pas suite à des divorces, elles n'ont pas suffisamment cotisé. Donc est-ce que la droite aujourd'hui doit aussi tenir un discours à dire maintenant c'est 100%, mesdames, vous allez travailler à 100%, sinon ça va être problématique. De manière générale, j'encourage de travailler le plus possible proche de 100%, mais ça, ce n'est pas spécifique à un sexe ou l'autre, parce que je pense effectivement qu'on est dans une société où on va souffrir globalement du temps partiel que les gens prennent par confort, par choix ou parfois par nécessité. Ça me paraît effectivement pas une bonne chose, parce que tous les pourcentages qui ne sont pas travaillés, si on est à 60 au lieu de 80 si on pouvait, etc., ou 80 au lieu de 100 si on pouvait, ce sont des pourcentages que quelqu'un d'autre doit faire. Et donc là, on va de nouveau créer une demande de main-d'œuvre qui va être compensée par de l'immigration, etc. Donc c'est une spirale assez malsaine. Donc effectivement, j'encourage de manière générale les gens à ne pas travailler trop avec des taux bas lorsqu'ils en ont la possibilité. Ça, c'est absolument clair. Maintenant, le destin des femmes, évidemment, il est parfois difficile, notamment suite à des divorces, mais je rappelle quand même que dans le divorce, la caisse de pension est divisée en deux pour la partie qui a été mise de côté pendant le mariage. Ça fait souvent des sommes très très importantes. Donc cette réglementation existe maintenant depuis quelques dizaines d'années, une vingtaine d'années je pense, sur le pouce, et ces conséquences vont se voir positivement sur les retraites des femmes, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ou 20 ans où les femmes n'avaient pas ces avantages-là au niveau du divorce. Donc je pense que ça, c'est un problème qui se résout. Alors, effectivement, le 5e critère pour être pauvre et vieux, c'est justement d'être divorcé, femme et homme. C'est des choix de vie qui, ma foi, ont des conséquences. C'est indéniable, mais en l'occurrence, sur la retraite des femmes, le divorce n'est pas forcément une raison de pauvreté. Au contraire, si par exemple, par hypothèse, l'épouse ne travaillait pas ou très peu pendant le mariage, eh bien, elle va, à travers le divorce, partager la caisse de pension, et on aura aussi le splitting, désolé pour le mot en anglais, mais il est techniquement ainsi dans la loi, des cotisations AVS, où il y aura une répartition équitable des retraites. Après, ça dépend combien de temps vous avez été marié, ça dépend est-ce que vous avez eu beaucoup d'enfants, très peu ou pas du tout. Tous ces facteurs-là sont là, mais dès qu'on a la possibilité, à mon avis, il faut absolument s'insérer sur le marché du travail au taux le plus haut possible. Je pense que c'est prendre sa responsabilité personnelle et prendre une belle responsabilité envers le pays. Vous dites la même chose, Pauline Blanc, est-ce que ça veut dire que la responsabilité personnelle, ça veut dire ne pas avoir d'enfants, ou bien choisir d'avoir un meilleur salaire, ou bien Pas du tout. J'ai dit, pour écouter ce que j'ai dit, lorsqu'on en a la possibilité, il faut travailler le plus possible. Je pense que ça faire du bien au pays. Et c'est pas la première fois que vous montrez que vous êtes un petit peu déconnecté de la réalité de la population. Mais j'aimerais parler des retraites des femmes. Et les femmes actuellement, peut-être vous ne savez pas le chiffre, mais elles ont actuellement, tout pilier confondu, 32% de retraite, de rente en moins que les hommes. Et il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, des facteurs que vous connaissez sûrement. Bien sûr qu'il y a la maternité, bien sûr il y a aussi le fait justement d'avoir par la maternité de devoir faire une pause dans sa carrière professionnelle, d'avoir moins d'opportunités professionnelles par la suite. Il y a le fait qu'il reste encore 18% d'inégalité salariale entre hommes et femmes, mais il y a aussi le fait que le 2e pilier et le 3e pilier ne sont pas favorables aux femmes, puisqu'on a un seuil d'accès, parce que le 2e pilier aussi pénalise le fait d'avoir des temps partiels, puisqu'il faut avoir actuellement jusqu'à 22 000, environ 22 000 de seuil d'accès à un seul employeur, et que les femmes cumulent souvent les petits emplois pour pouvoir survivre. Du coup, on se retrouve avec un tiers de rente en moins. Et quand on regarde maintenant les solutions qui existent, puisque vous aimez bien les solutions qui existent, ce fameux pacte intergénérationnel, le pacte social, il y a un seul pilier de la prévoyance vieillesse qui prend en compte ces différences et ce rôle des femmes dans la société, c'est l'AVS. Parce qu'il y a seulement dans l'AVS qu'on a des bonifications pour tâches d'assistance et des bonifications pour tâches éducatives. Et du coup, c'est évident pour moi que pour les femmes, on a besoin de renforcer l'AVS, histoire de la rassurer et de les récompenser aussi pour le travail qu'elles ont fait, d'élever des enfants, d'élever peut-être vos enfants.
Voilà. Non, je crois qu'effectivement, il y a un système suisse qui repose sur 3 piliers. Le pilier extrêmement solidaire et redistributif de l'AVS, le pilier individuel du deuxième pilier qui est son propre compte de prévoyance. D'ailleurs, nous, à droite, plaidons depuis longtemps, et c'est dans la réforme du deuxième pilier pour baisser le seuil d'accès à 18 000 francs au lieu de 22. Donc le problème, c'est quand on baisse le seuil d'accès et qu'on baisse aussi le seuil de conversion, et ben on a une baisse du revenu global sur l'entier de la vie, et du coup, ça ne va pas. Mais lorsqu'on vit plus longtemps, on doit à un moment donné faire des compromis pour l'équilibre du système, qui soit individuel dans le deuxième pilier, ils sont où les compromis collectif du patronat pour au niveau de l'AVS. Et le troisième pilier individuel, j'en termine par là, qui se fait en fonction des choix et des possibilités de chacune et chacun. Et je pense que c'est une erreur que de vouloir absolument que renforcer le premier pilier sur cette base purement solidaire qui existe, parce que finalement on se rend davantage encore dépendant qu'on ne l'est déjà d'un système étatique, alors que je plaide clairement ici pour une prise de responsabilité individuelle la plus grande possible. C'est ce que je disais avant, lorsqu'on en a la possibilité, on doit travailler le plus possible pour soi-même, mais aussi pour l'ensemble de la société, parce que je pense que c'est rendre service à l'ensemble de la société que de donner le plus possible de son temps, de son effort pour la collectivité, en payant des cotisations, en travaillant le plus possible. Que veulent les Suisses, Manfred Bühler? Apparemment, même votre électorat UDC soutient la 13e rente AVS. Est-ce que, d'ailleurs, des partis UDC, notamment à Genève, la soutiennent aussi. Est-ce que vous n'êtes pas là déconnecté de la population? Je ne pense pas. Alors, on a traditionnellement, au début d'une initiative, au début de campagne, un soutien qui va être plus fort qu'après que les arguments que nous discutons aujourd'hui aient été mis sur la table. Et je pense, à terme, je ne vais pas prendre des paris, mais que l'électorat UDC, globalement, ne soutiendra pas cette initiative le 3 mars, parce que je crois que les gens vont quand même se rendre compte que c'est un peu cher payé, 5 milliards pour résoudre un problème qui en mérite un de manière tout à fait reconnue pour aider les retraités les plus modestes. Donc là, je crois que les choses vont se corriger. Je ne pense pas qu'il y ait une déconnexion ici. Si une fois sur un sujet, il y a une différence entre ce que disent les élus, par exemple, fédéraux de l'UDC et puis la base dans un sondage, ça ne me pose pas d'inquiétude profonde. Mais vous avez la charge très lourde, notamment contre les Suisses de l'étranger. On voit les images un couple au Costa Rica qui, justement, n'a qu'une demi-rente AVS. C'était un article de Billy il y a quelques jours et qui grâce à son déménagement, son exil au Costa Rica, comme beaucoup de Suisses aujourd'hui, peut vivre dignement, voire même mieux qu'en Suisse. Et ça, c'est l'affiche de votre dernier, c'est l'affiche UDC, qui justement tire sur ces Suisses de l'étranger notamment, pas que, mais toutes les personnes qui partiraient à l'étranger. Mais quand on en vient à tirer sur les Suisses, UDC ? Non, alors je crois qu'effectivement, parfois des gens font des choix individuels où on a l'impression qu'il y a une manière de vouloir utiliser les ficelles au maximum dans le système. Personne n'est obligé de vivre dans la pauvreté. Les gens qui partent, ce sont des gens qui tirent les ficelles du système au maximum. Ils profitent du système tel qu'il est pour choisir une vie qu'ils estiment plus agréable à l'étranger. Moi, ils ont cette liberté, qu'ils l'utilisent, mais nous sommes aussi en Suisse en capacité de dire si le pouvoir d'achat dans tel pays est tant de pourcents en dessous ou en dessus, précisément parce que la vie est moins chère, peut-être qu'on peut adapter le système pour qu'une certaine justice puisse être là pour les gens qui restent en Suisse, qui restent solidaires, qui vont dépenser l'AVS en Suisse au bénéfice de notre économie. Et je rappelle encore une fois que personne n'est obligé de quitter la Suisse pour des raisons de précarité à la retraite, parce que nous avons le système des prestations complémentaires qui sont offertes à tout le monde qui habite en Suisse, qui a le droit d'être là légalement, même aux personnes de nationalité étrangère qui passent leur retraite ici. Elles auront une vie digne grâce à ce système très social que nous avons déjà aujourd'hui. Je pense que c'est un peu un mythe de penser que les personnes qui partent à l'étranger le font seulement pour profiter d'un niveau de vie tellement moins cher. Oui, on part de la Suisse. Ce qu'elles disent, c'est qu'elles n'ont simplement pas forcément les moyens de vivre. D'ailleurs, dans notre entourage, je pense qu'on a tous des gens qui disent à la retraite, moi j'irai vivre au Portugal, en Espagne, en Italie. C'est une excuse parce qu'encore une fois, en demandant les prestations complémentaires, tout le monde peut habiter dans un appartement, avoir sa caisse maladie payée, tous les frais de maladie supplémentaires sont payés, vous ne payez pas la redevance pour la télévision et la radio publique et vous avez votre niveau de vie qui est assuré. Certes, au minimum des prestations complémentaires, c'est supérieur à l'aide sociale. C'est un droit qui existe, donc personne n'est obligé de quitter la Suisse pour des raisons de pauvreté. C'est une excuse. Après, qu'on le fasse pour des raisons familiales, qu'on le fasse pour des raisons de confort, je le comprends. C'est légitime, mais il faut aussi en porter les conséquences. Alors, Benoît Gaillard, je vous laisse. Pardon, juste une question. On sait qu'on a actuellement 12%
de recours à l'AVS, il y a 18% de femmes, de recours aux prestations complémentaires, pardon, il y a 18% de femmes à la retraite qui sont en pauvreté. Du coup, on a entre 6 et 7% de toutes les retraités qui n'ont pas recours aux prestations complémentaires. Pourquoi ? Si c'est tellement bien. Il y a une méconnaissance du système aussi. Bien sûr. Et il y a une information, à faire passer. On nous reste assez peu de temps, donc j'aimerais il faut informer la population qu'elle a le droit à ces prestations complémentaires et améliorer l'accès et pas faire tant de bureaucratie pour avoir accès à une prestation complémentaire. Mais je crois que là, c'est une responsabilité il nous reste assez peu de temps. Des familles, d'aider les personnes. Nous avons tous des personnes âgées dans notre entourage. C'est ce que je fais en tant qu'avocat, en tant que personne aussi. Dans mon village, nous sommes 600 habitants. Si je vois une personne à la retraite qui manifestement pourrait avoir droit à ces prestations complémentaires, c'est ma responsabilité individuelle de faire preuve de cette solidarité. C'est exactement la raison pour laquelle, avant l'introduction des prestations complémentaires en 1965, c'est comme ça que ça se passait. Il y avait des familles, etc., qui se soutenaient entre membres, jusqu'à qu'on se rende compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas de ces réseaux de soutien, et que du coup, ça devienne un service étatique. Et du coup, vous rentrez un petit peu dans la même argumentation. J'aimerais, ça me fait doucement rire, franchement. Et j'avais aussi un peu une autre question, c'est que vous parlez, voilà, pour revenir un petit peu sur ce marché qui est tellement favorable aux personnes âgées, le fait que ce soit tellement facile pour les personnes âgées. Attendez, Mathieu, il faut qu'on conclue. Oui, pardon. Donc on n'a plus le temps. Moi, je me demandais un petit peu, mais comment ça se fait que vous n'avez pas discuté avec le patronat avant de lancer cette initiative ? Comment ça se fait que vous ne regardez pas de votre côté pour augmenter les cotisations, les salaires ? On viendrait nous faire des leçons de menage de campagne plus tard, puisqu'on a pris contact avec les patronats, et si vous regardez les soutiens qu'on a dans notre initiative, eh bien, vous voyez très clairement qu'il y a des milieux économiques. Mais comment ça se fait que le patronat continue vous n'avez pas répondu en disant qu'il n'y a pas de garantie. Enfin, je vous ai posé la question, il n'y a pas de garantie, donc vous n'avez pas de garantie qu'ils vont faire un effort d'employabilité. Cela dit, pour conclure ce débat, effectivement, le monde a changé. Le monde a changé depuis l'adoption de l'AVS et depuis ces nombreuses réformes. C'est global. Est-ce que ces mesures que vous proposez, et les uns et les autres, finalement, ratent pas leur cible, elles sont plus des symboles, parce que c'est tout le système qui aujourd'hui pose problème, le système des retraites, le système même des actifs. Est-ce que ça, finalement, ça signe aussi de se focaliser sur des mesures qui vont pas forcément être la solution, ça signe aussi certaines faiblesses du monde politique face à cette révolution du monde à laquelle on est en train d'assister, Benoît Gaillard? Disons, en Suisse, je crois qu'une des forces du pays, c'est qu'on avance par des pas progressifs. Et c'est vrai que la 13e rente AVS, c'est une compensation de cette perte de pouvoir d'achat qu'encore une fois, tout le monde a subi. Ça ne renverse pas la table, ça ne fait que miser sur une recette éprouvée. Je suis peut-être un peu moins pessimiste que vous sur l'idée que tout va totalement changer, l'intelligence artificielle, etc. Quand je regarde le nombre de fois dans le passé où on a pu faire des prédictions similaires, je suis prudent. Je ne dis pas que vous avez tort. Le système aujourd'hui, de maintes manières, montre qu'il y a des problèmes, que ce soit pour les actifs, pour les retraités, etc. Donc ça, de toute façon, il va falloir les traiter, les gérer d'une façon holistique. Oui, c'est juste. Et on aura à se poser des questions plus fondamentales en Suisse sur qui profite finalement des fruits de notre prospérité. Est-ce qu'elle est encore correctement répartie ? Je maintiens néanmoins, et je me terminerai là-dessus, peut-être pour vous surprendre un petit peu, que l'AVS est une très bonne façon précisément de faire en sorte que les gens profitent d'une richesse qui est créée collectivement. En ce moment, on parle beaucoup à Genève, dans le canton de Vaud et en France voisine, du mouvement des paysans. Eh bien, les paysans sont exactement cette catégorie de gens qui sont âpres à la tâche, qui travaillent longtemps, souvent au-delà de l'âge de la retraite, qui sont considérés comme riches parce qu'ils ont peut-être une ferme, du terrain, qui n'auront jamais les prestations complémentaires, mais qui en même temps n'ont jamais eu des revenus pour se faire un deuxième et encore moins un troisième pilier. Et je ne suis pas surpris que dans ces milieux-là, on ait par exemple un soutien très fort à la 13e rente. Et de ce point de vue-là, voilà, je trouve que ça nous donne une bonne conclusion avec un autre thème d'actualité. Une des réponses au mal-être paysan d'aujourd'hui, qui est finalement une des expressions des grands chambardements que vous évoquiez, c'est aussi la 13e rente AVS, parce qu'il y a un truc qui ne va pas changer, c'est qu'on aura besoin de gens pour planter des patates, pour qu'on puisse avoir quelque chose sur la table. Ça sera le mot de conclusion. Je vous remercie beaucoup, Pauline Blanc, Manfred Bühler, Mathilde Mottet et Benoît Gaillard. Je rappelle, donc, on vote le 3 mars sur ces deux initiatives, l'initiative des jeunes PLR et de toute la droite sur le rehaussement de l'âge de la retraite et la 13e rente portée par les syndicats et la gauche, la 13e rente AVS. Voilà, je vous remercie et vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, mercredi prochain.